on enchaîne avec une autre chronique avec Marielle qui vient nous parler des coupes à l'aide sociale. Donc, bonjour Marielle. Bonjour, bonsoir. Est-ce que tu peux nous faire un petit état de la situation? En fait, c'est quoi vivre sur l'aide sociale en 2020? Ben oui, certainement, ça va me faire vraiment plaisir. En fait, on sait que les femmes vivent la pauvreté d'une façon toute particulière. Je trouve ça très pertinent, justement, qu'on parle des coupures de vie maritale ce soir. Avant de rentrer dans la vie maritale, c'est ça, je vous fais un petit topo de c'est quoi vivre à l'aide sociale en 2020. Il y a des balises importantes, je pense, à placer. Premièrement, il n'y a juste aucune personne assistée sociale qui atteint le seuil de faible revenu, ce qui veut dire sortir de la pauvreté. Okay? Avec le chèque d'aide sociale, on atteint moins que 50% de la couverture des besoins essentiels. Donc, le montant de base ajusté est à 690 $ par mois. À 690 pour couvrir quoi? En fait, 9 besoins essentiels qu'on devrait couvrir avec 690 $ par mois. Donc, le logement, le transport, la nourriture, les soins personnels. On va même au ministère jusqu'à couvrir les loisirs avec ce montant-là. Ça en fait beaucoup. Ça va, hein? C'est bizarre, ça. Donc, on se rappelle que le coût moyen d'un loyer d'une chambre au Québec est environ de 716 $. Donc, seulement avec ça, on dépasse le chèque de base. Il y a certains loyers qui peuvent être évidemment plus chers que ça. Donc, juste se loger, c'est inaccessible. L'insuffisance du chèque met carrément la santé et la sécurité des prestataires en péril, très concrètement, au quotidien. C'est du quotidien pour nous. Rose du Nord, c'est un groupe de défense de droits, donc on parle aux femmes assistées sociales là, à tous les jours. Le système d'aide sociale aussi appauvrit de façon durable les personnes, particulièrement les femmes, et rend les gens plus malades physiquement, mentalement. Socialement, le système les amène vers l'isolement et l'exclusion sociale. Et j'ai aucun doute là, de ce que j'affirme là. Il n'y a jamais eu aussi peu de personnes assistées sociales en histoire qu'aujourd'hui. On a déjà eu là, des 800 000 personnes. On est en bas de 300 000 personnes à l'aide sociale présentement. Donc, le peu de personnes qui restent à l'aide sociale, on s'entend, ils sont scrap. OK? Dans la société québécoise, après tant de temps de déficit zéro, de rigueur budgétaire, d'austérité, les gens sont vraiment dans un sale état. Les ressources de crise débordent, les distributions alimentaires débordent, les hébergements pour personnes itinérantes, maisons pour femmes victimes de violences, ça déborde. Mais pourtant, le ministère, lui, conclut encore que 54% des personnes à l'aide sociale sont aptes à l'emploi, ce qui est un vaste mensonge, puis ça, c'est important de le nommer. C'est central, les préjugés font partie de la loi. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment une façon pour le ministère, premièrement, d'économiser en faisant des catégories qui touchent moins d'argent, puis aussi de se valider dans les préjugés qui sont dans la loi, tu sais. Donc, c'est parfait. Il y a des bons pauvres, il y a des mauvais pauvres, donc on a raison de donner du trouble aux mauvais pauvres. Bref, il y a la moitié des personnes sur l'aide de dernier recours qui ne sont pas reconnues dans leur situation réelle. Okay? On les classe sans contrainte à l'emploi, alors c'est carrément évident qu'elles en ont, puis ça n'a pas de bon sens de les classer là, de cette façon-là, si on peut les classer temporaires. Mais c'est souvent complètement farfelu. Je donne 2 exemples, OK? Une personne qui a le cancer, à un moment, personne qui a le cancer, dans le fond, va être classée contrainte temporaire à l'emploi. Puis le jour où elle va tomber en phase terminale, on va pouvoir lui donner un formulaire médical pour qu'elle fasse sa demande de contrainte sévère pour obtenir 240 $ de plus par mois. Une personne qui a 8 différents problèmes de santé mentale, de santé physique, j'ai déjà vu ça, va se faire classer sans contrainte à l'emploi parce que ces problèmes de santé ne sont pas dans la liste des diagnostics officiels. Peut-être avec beaucoup de chance, ça va finir par avoir une contrainte temporaire de 3 mois. Et ça, c'est pas des exceptions, c'est le quotidien. Okay? Juste pour y aller rondement, les personnes n'ont pas accès à l'information de ce qu'il y a dans la loi, donc elles se font couper jour après jour, donc dans le minimum vital. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais ça donne un horizon. Ben oui, puis c'est un peu troublant, en fait, d'entendre de tous ces chiffres-là et toute cette information-là, pardon. Puis là, on parle de coupure pour vie maritale à l'aide sociale. Voilà. Peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire? Bon, ben la vie maritale, c'est vivre en couple. Donc, là, on parle que c'est reconnu par une loi. Ici, c'est la loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Donc, dans le fond, le problème, c'est pas la vie maritale, c'est la coupure qui vient avec à l'aide sociale. Hein? Alors, il y a 3 critères à l'aide sociale pour être en couple. Hein? D'une loi à l'autre, ça change, donc. Pour l'aide sociale, donc, ça prend d'abord une cohabitation d'1 an. Les colocs font ça.
Ça prend du secours mutuel. Secours mutuel, c'est s'entraider, partager des frais, se soutenir émotionnellement. Les colocs font ça. Comment ça a été ta journée? Et la commune renommée. La commune renommée, c'est ce que les autres en pensent. Ça, c'est souvent le point sur lequel on va pouvoir plus argumenter. Donc, ils vont enquêter les voisins, qu'est-ce qu'ils en pensent, la famille, les autres. Évidemment, si les personnes ont un enfant ensemble, ça devient automatique. Donc, au drame, au crime, les personnes sont en couple. Donc, la conséquence, c'est qu'on coupe le montant des chèques des deux personnes de 24 % et on va les joindre ensemble pour faire un seul chèque. Et c'est souvent l'homme dans le couple, si c'est un couple hétérosexuel, qui va recevoir le chèque. On voit déjà certaines problématiques avec ça. Hein? Exactement. Puis s'il y a des rentes d'invalidité, les rentes d'invalidité sont coupées aussi. Donc, l'énormité de la coupure est vraiment dramatique pour les personnes. C'est une discrimination parce que dans le rapport d'impôt pour les particuliers, être en couple, c'est un avantage fiscal, contrairement ici là, à ce qu'on voit à l'aide sociale. Puis, il y a beaucoup de fausses accusations. Pour vrai, c'est vraiment pas rare. On a déjà marié des colocs à l'aide sociale, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs. Je n'ai pas encore vu de situation où c'est des parents mariés avec leurs enfants, mais ça devient ridicule les situations que ça amène. Et c'est la coupure la plus payante pour le ministère. 24 % de chèque, TAC, à tous les mois. Donc, pour ce qui est, c'est pas nommé officiellement, mais on le sait que les agents ont des quotas à remplir de coupures, donc c'est très payant. Les dettes atteignent des montants ridicules. On voit des gens qui se font enquêter pour 14 ans de vie maritale avec des coupures jusqu'à 96 000 $. Ça n'a juste comme vraiment pas de bon sens. Donc, c'est un contrôle qui est vraiment abusif. Fait que pour les femmes, on voit que, dans le fond, ça coïncide vraiment avec des situations abusives, puis elles ne pourront pas se sortir dans le fond, de situations super compliquées si elles n'ont pas l'autonomie économique. Donc, on pense évidemment à la violence conjugale. S'il y a une femme qui souhaite quitter, dans le fond, une situation, puis qu'elle n'a pas l'autonomie, elle ne pourra pas se payer un loyer puis assurer la sécurité à ses enfants, mais dans ce cas-là, on le sait qu'elle ne fera pas le move. T'sais. Au Québec, à chaque année, il y a 15 000 refus dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence. Okay? Puis, on sait qu'actuellement, les femmes qui se font dire non dans les maisons d'hébergement se font référer vers des ressources pour personnes itinérantes qui sont pas du tout adaptées. Puis, on sait aussi que ça fait 26 ans au Québec qu'il n'y a pas eu de nouveau HLM de bâti. Donc, les problèmes que les femmes vivent sont nombreux par rapport à cette coupure-là. Puis, aussi, l'autonomie économique des femmes, quand elles l'ont pas, bien, on sait que ça les rend excessivement pas disponibles, mais tu sais, genre susceptibles de subir l'exploitation sexuelle, du trafic humain, l'exploitation financière, comme du cheap labor, et le ministère est le premier à en profiter. Actuellement, il y a 20 000 personnes qui subissent la coupure de vie maritale. Puis, au Québec, on a environ 54 % de la population qui est en couple. C'est drôle. À l'aide sociale, on tombe à 15 %. On comprend pourquoi. Fait que, voilà. Fait que quand on parle de droit à l'amour, de discrimination, je pense que c'est important de rappeler que l'aide sociale, c'est un droit, puis que les plus poqués, ils ont aussi le droit, dans le fond, à la non-discrimination, à l'amour, à la dignité, à la citoyenneté pleine et entière, à la sécurité, puis à la couverture de leurs besoins essentiels et à la reconnaissance. Puis, fait que les revendications des groupes comme Rôle du Nord, ce serait quoi dans ce contexte-là? Pour la vie maritale, c'est très, très simple. Dans le fond, une personne, un chèque au complet, puis idéalement, le seuil de faible revenu. Bien, tout ça, ça a bien du bon sens, ma foi. Bien, tout ça, non, mais la fin, oui, à cette revendication. Merci beaucoup, Marielle, de nous avoir éclairé sur cette situation. Et on va enchaîner en musique avec la sélection de Pascaline.